Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau numéro des mercredis de la CPTS. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons parler plomberie. Pourquoi plomberie dans une émission de la santé? Parce que, je m'explique, le corps humain c'est quoi? C'est un cerveau, c'est des muscles, ce sont des viscères. Et pour relier tout ce petit monde, on a besoin de tuyaux, qu'on appelle nous des artères, et quelquefois les tuyaux se bouchent et on a besoin du plombier. Alors on n'avait pas Mario Bros aujourd'hui, donc on a la chance d'avoir un chirurgien vasculaire, le docteur Jean-Philippe Delpy. Donc avant de commencer notre émission, je rappelle les petites règles. La visio est enregistrée, donc pour ceux qui veulent pas apparaître à la caméra, vous la fermez, la caméra, et ne pas hésiter à utiliser le chat pour poser toutes vos questions qui seront posées en fin d'émission. Donc je laisse la main au docteur Jean-Philippe Delpy, donc merci d'être venu. Avec grand plaisir. Eh ben, je te retourne les remerciements. Merci à la CPTS de m'inviter. Bonjour à tous. Du coup, je vais effectivement essayer de vous présenter un peu mon métier. C'est un domaine un peu abscon. Pour l'anecdote que mon patron m'avait raconté, il était passé un jour sur RTL, et il avait été présenté comme chirurgien cardiologue, et le journaliste lui avait dit après, je suis désolé, en fait, je comprends rien du tout à votre métier. Donc, je profite de la thématique dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Je vous expliquerai qu'est-ce que c'est que ce charabia, par un petit préambule pour vous expliquer un peu c'est quoi notre boulot, parce qu'on est un peu différent des chirurgiens classiques. Et du coup, à travers quelques diapos, ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Ensuite, une fois que je vous aurai expliqué ce que c'est que l'artériopathie oblitérante, je vous parlerai d'un dernier point qui s'appelle les ulcères artériels. C'est un peu le stade ultime de cette maladie. Donc voilà, vous n'aurez pas Mario Bros, mais vous aurez la version Ligue 2. C'est aussi bien, c'est aussi bien. Merci. Et pour m'excuser encore une fois, il y a une photo de Pays Basque que je travaille et sur les Landes et sur le Pays Basque, et en plus je suis originaire du Pays Basque, donc j'espère que vous m'en voudrez pas pour cet écart géographique. Alors, la chirurgie vasculaire en France, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir on est assez peu représenté parce qu'on est une toute petite équipe, on est 450 répartis sur toute la France, dom-tom compris, et on forme 28 internes par an. La particularité, en fait, c'est qu'on fait de la chirurgie, mais on fait aussi de la médecine. Donc, on fait une part de diagnostic chez nos patients. Ensuite, on a toute une gestion de médicaments, de rééducation, on y reviendra au cours du topo. Et ensuite, on fait de la chirurgie dans le sens classique du terme, ce que nous on appelle la chirurgie ouverte, et également les techniques interventionnelles, c'est-à-dire ce qu'on appelle classiquement des angioplasties ou des poses de stent. Alors, on travaille sur plusieurs organes, mais qui ont tous le point commun d'être des vaisseaux. Donc, on travaille sur les artères, on va travailler donc l'artériopathie, le sujet du jour, les ischémies aiguës. Une ischémie aiguë, c'est un organe qui ne reçoit plus de sang subitement, on y reviendra plus tard dans le topo, et également les anévrismes, c'est quand les artères se développent avec plusieurs risques. Le plus grave, c'est l'anévrisme de l'aorte abdominale où l'aorte peut se rompre. On travaille également sur les veines. J'ai oublié de vous dire, petit rappel, les artères, ça sert à amener le sang du cœur vers les organes et la distalité. Les veines, c'est l'inverse, ça sert à ramener le sang de la distalité vers le cœur. Donc, on travaille sur les varices qu'on peut avoir aux jambes, également les varicocèles, c'est les varices du testicule, ou l'équivalent chez la femme qui s'appelle les varices pelviennes et qui donne ce qu'on appelle classiquement le syndrome de congestion pelvien, qui est une maladie un peu plus rare ou du moins plus méconnue. Et ensuite, on travaille également sur les phlébites, donc les thromboses veineuses profondes aiguës et chroniques, mais alors pour le coup, pas sur le diagnostic médicament, mais sur les rares indications, parce que c'est assez rare, où il faut intervenir en mettant des stents. Et la dernière chose, pour les gens qui ont de la dialyse quand les reins ne fonctionnent plus, on crée ce qu'on appelle des abords d'hémodialyse qui consistent à brancher une veine sur une artère. Et donc, encore une fois, comme c'est des vaisseaux, c'est nous qui intervenons pour les créer et pour entretenir l'entretien de ces fistules. Alors, on ne travaille pas dans une salle de chirurgie classique, puisqu'on travaille souvent dans ce qu'on appelle une salle hybride. C'est comme une salle opératoire, mais avec un gros arceau, comme vous voyez sur le topo, qui en fait produit des rayons à forte dose et qui nous permet de travailler sur des images en fait de vos vaisseaux. Et on a toujours un peu un échographe couplé à la main parce que justement on a toujours besoin de regarder par échographie où sont les vaisseaux, comment rentrer dedans et ce genre de choses. Donc on a cette particularité qu'on a toujours un peu ces petits objets dans les mains.
Et on a un boulot qui est assez spécifique parce que la moitié du travail, en fait, on le fait avant l'intervention en faisant ce qu'on appelle des sizing, des mesures, dans des logiciels adaptés qui sont spécifiques à notre métier, qui ont l'avantage donc de permettre de faire des reconstructions, comme vous le voyez sur la photo, et de prendre différentes mesures de diamètre de vaisseau, de longueur de zone atteinte. Et donc, tout ça, ça nous permet un peu de prévoir l'intervention et tout le matériel qu'on utilisera en amont. L'autre avantage, c'est que c'est hyper didactique pour les patients, c'est pour peu qu'on prenne le temps de leur montrer. Et du coup, ils comprennent mieux. Par exemple, sur le dessin que je vous ai mis là, on a une reconstruction en 3D d'une artère iliaque, qui s'appelle l'artère iliaque externe, où si vous regardez un peu décalé sur la droite par rapport à la croix, vous voyez en fait que le tuyau ne passe plus. Donc les patients, ils voient vraiment où est la lésion, ça leur parle plus et ça leur permet un peu aussi de s'approprier la maladie parce qu'on parle de maladie chronique. Donc c'est important qu'ils comprennent. On n'est plus à l'époque où les médecins ils disent il faut faire ci, il faut faire ça et point barre. Le but c'est qu'on intègre les gens dans notre réflexion parce que c'est leur corps et le but c'est de les aider à mieux appréhender la situation. Et donc si on prend encore l'exemple de cette photo, après on peut jouer, faire apparaître les différentes structures, notamment la peau, et comme ça les patients ils voient aussi où c'est par rapport à leur propre corps. Donc nous, ça ne nous est pas réellement utile d'avoir ces reconstructions-là, mais c'est hyper intéressant pour les patients. Voilà. Maintenant que je vous ai fait ce petit encart, on va rentrer dans le vif du sujet, donc dans l'AOMI, artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Pourquoi ? Parce que c'est une maladie qui touche uniquement les membres inférieurs. On ne le voit pas au niveau des membres supérieurs. Alors, l'artériopathie, c'est une modification du calibre de l'artère. En fait, il faut imaginer que c'est un problème de contenant, problème de tuyau. C'est une maladie de la paroi. Et donc, ça se développe au fil du temps. C'est la paroi qui s'épaissit au fur et à mesure et qui va aller s'obstruer par elle-même. C'est différent d'un embole, où là, c'est un caillot qui va boucher le vaisseau. Donc, on n'est plus sur le tuyau qui s'épaissit, mais sur le bouchon dans le vaisseau. Et là, c'est un problème de contenu avec un phénomène aigu, et ça, c'est responsable des ischémies aiguës. Donc, ce sont vraiment deux pathologies complètement distinctes. Pour vous dire, dans une artère, on a trois parois, intima, media, adventice. L'artériopathie se développe systématiquement entre l'intima et la média, donc entre les deux premières couches de l'artère quand on part depuis sa lumière, donc c'est-à-dire depuis l'intérieur. Si vous voyez sur ce schéma, en fait, c'est vraiment une maladie où ça se développe au fil du temps. L'athérome, la maladie en tant que telle, qui correspond à des dépôts lipidiques, se développe entre ces deux parois et grossit au fur et à mesure du temps par différentes lois physiques, notamment la loi de Poisseuil. C'est comme quand vous ouvrez votre robinet, en fait, on se rend compte que le débit, il reste constant malgré un rétrécissement, par exemple, de 50%. Et par contre, ça chute avec le temps. C'est-à-dire qu'à partir de 70%, on considère que ce débit est altéré de manière significative. Et à titre d'exemple, à 80% de rétrécissement, on a 5 fois moins de débit qu'à 70%. Et ensuite, l'évolution elle est très rapide sur la fin parce que soit il y a un saignement qui se fait dans la plaque et l'artère peut se boucher rapidement, ou alors la plaque se rompt et peut y avoir des petits débris qui partent plus bas et qui donnent des soucis. Alors, pour faire un bref rappel, c'est vraiment juste pour vous donner un ordre d'idée, hein, le but c'est pas de les connaître, comment fonctionnent les artères. À la sortie du cœur, vous avez ce qu'on appelle l'aorte thoracique ascendante, qui ensuite prend le virage au niveau de la crosse aortique avec les troncs supraortiques, c'est les vaisseaux qui vont irriguer les bras et le cerveau. Ensuite, vous avez l'aorte thoracique descendante. On passe en dessous du diaphragme, on a l'aorte abdominale, avec notamment les branches qui vont irriguer les intestins et les reins. Et ensuite, ça se divise en deux. Vous avez l'artère iliaque commune, donc gauche ou droite, qui se divise même en artère iliaque interne, qui va irriguer les fesses et les organes génitaux, et en artère iliaque externe, qui va en direction de la jambe. Nous, on arrive ensuite à une zone qui est très importante pour notre domaine, c'est ce qu'on appelle le trépied fémoral. Parce que l'artère fémorale commune se divise en deux. Un tuyau, une autoroute qui s'appelle l'artère fémorale superficielle qui va directement vers le mollet, et l'artère fémorale profonde qui irrigue la cuisse. Et en fait, cette artère, elle est hyper importante parce que plein de gens vont boucher la fémorale superficielle, et en fait, par les médicaments et surtout par le protocole de rééducation à la marche, on va pouvoir travailler l'artère fémorale profonde pour prendre le relais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est cette artère qu'on va chercher à travailler pour éviter d'opérer les gens, ce qui est assez paradoxal pour un chirurgien, mais c'est vraiment hyper important pour nous. Je vous expliquerai pourquoi après.
Donc l'artère fémorale superficielle, ensuite, elle donne l'artère poplitée, qui donne ensuite 3 artères jambières. L'artère tibiale antérieure, l'artère péronnière, l'artère tibiale postérieure, qui au niveau du pied donne l'artère pédieuse, c'est le petit pouls qu'on peut palper sur le dessus du pied, et l'arche plantaire, qui est toute la semelle du pied, remplie notamment de 2 axes artériels. Alors, qu'est-ce qui peut boucher les vaisseaux? Comme je vous ai dit, c'est une maladie qui se fait au fil du temps. Donc, dans les facteurs de risque, bien évidemment, il y a l'âge. C'est une pathologie qui touche la personne âgée, bien qu'au fil du temps, on se rend compte qu'on a de plus en plus de patients jeunes du fait de nos modifications de mode de vie. Ensuite, le diabète, le tabac, l'hypertension artérielle et la dyslipidémie, c'est-à-dire le mauvais cholestérol, le LDL cholestérol. Quand on reprend ces facteurs de risque, le tabac, c'est le facteur de risque majoritaire, le plus représenté, et par exemple celui qui serait peut-être le plus facile à combattre. On sait que l'artériopathie va apparaître 10 ans plus tôt chez un fumeur par rapport à un non-fumeur. La claudication, c'est-à-dire on y reviendra après, le fait d'avoir une douleur à la marche due aux artères est 4 fois plus fréquente chez le fumeur que chez le non-fumeur. Et d'ailleurs, je vous alerte, et c'est surtout quelque chose qu'on peut voir dans tous les corps de métier, sur ce qu'on appelle vulgairement la sciatique du fumeur. Souvent, il y a des gens en fait, qui bouchent les artères et qui fument, et qui ont tout un bilan pour des lombalgies, des douleurs de la fesse qui sont dans la face postérieure de la cuisse, et on traite ça pendant des années jusqu'au jour où quelqu'un lui prenne les pouls, voit que le patient n'a pas de pouls, et en fait c'était tout simplement une maladie des artères. Ou pire, on voit des gens qui sont opérés du dos à tort, alors qu'en fait il aurait suffi de faire un bon examen pour voir que le problème venait plutôt au niveau des vaisseaux. Deuxième facteur de risque très important, le diabète. La claudication, cette fois-ci, elle est 2 fois plus présente que chez le non-diabétique. Et c'est une maladie très grave parce qu'elle touche également les petites artères du pied. Et on sait que le risque d'amputation, il est multiplié par 5 ou par 10 chez les patients diabétiques. Donc que ce soit une amputation d'orteil, voire parfois de jambes ou de cuisses. Ensuite, l'âge, comme je vous avais dit, c'est lié à l'âge. 1% avant 50 ans, 7% de la population après 65 ans. Et les stades graves, ce qu'on appelle l'ischémie critique chronique, le double au-delà de 65 ans. Alors, comment ça se dépiste? En fait, par une manière, entre guillemets, toute simple, en faisant une mesure d'index pression systolique. Donc, on prend la pression au bras, à la cheville, et on fait le ratio. Si on est entre 0,9 et 1,3 ou 1,4, c'est débattu, on est dans la normale. Par contre, si cette pression est abaissée, alors ça veut dire que le sang passe moins bien jusqu'à la cheville, et donc du coup, il faut pousser des investigations supplémentaires. Si on est au-delà de 1,3, pourquoi c'est anormal? C'est parce qu'en fait, ça veut dire que vos artères sont trop calcifiées, qu'elles sont incompressibles. Et donc, dans ce cas-là, le test n'a pas de valeur, mais on suspecte quand même, si elles sont calcifiées, qu'il y a un problème. Et donc, si cet index n'est pas normal, directement, on va au Doppler. Alors, qui est-ce qu'on dépiste? Est-ce qu'on va dépister le vieux sportif ou la petite mamie qui fume ses clopes? Eh bien, on va voir, en fait, ça va être un peu les deux. Faut bien. Alors, quand est-ce qu'on dépiste? Si on a un doute, c'est-à-dire un pouls qu'on ne palpe pas, si lors de l'examen des patients, on a un souffle, par exemple au niveau de la carotide, on sait que c'est un facteur de risque d'infarctus ou de décès d'origine cardiovasculaire multiplié par 2. Je ne vous l'ai pas mis dans la diapo aussi, mais une dysfonction érectile, c'est, pour nous, c'est un élément prédominant, mais il faut savoir que quelqu'un qui a une dysfonction érectile, pareil, a un risque d'infarctus du myocarde qui est très important, parce que c'est la même maladie. Bien évidemment, si le patient claudique, donc a une gêne à la marche, là on le fait. Si là, les phases plus graves, j'y reviendrai plus tard, ce qu'on appelle les douleurs de décubitus, je vous expliquerai, ou une plaie qui traîne, comme sur cette photo, plus de 15 jours et dont on suspecte une pathologie artérielle. Les gens aussi qui ont des pathologies associées, donc une atteinte des artères du cœur ou un AVC, tout le terrain au niveau des vaisseaux, de l'insuffisance cardiaque, de l'insuffisance rénale ou alors un anévrisme développé un peu plus en amont. Et surtout, souvent ce qui n'est pas fait, ça va être un peu, en fait, au final, il y a beaucoup plus de gens que ce qu'on ne croit, à commencer donc les patients de moins de 65 ans qui ont un terrain à risque, donc cela on les retrouve un peu dans la diapo d'avant, mais aussi les gens de plus de 50 ans qui ont un terrain familial,
Et sinon, au-delà, normalement, tout patient ou patiente de plus de 65 ans, depuis les recommandations européennes de 2018, devrait au moins avoir une fois dans leur vie un Doppler des artères, ce qui n'est malheureusement pas le cas au jour d'aujourd'hui, parce que de toute façon, on n'a pas les disponibilités et les ressources pour pouvoir le faire en France, malheureusement. Alors, comme je vous dis, il y a des phases, des stades graves ou non, et on a une classification qui s'appelle la classification de Leury chez Fontaine. C'est juste pour vous expliquer un peu notre démarche, le but, c'est pas de la connaître. Elle est en 4 stades. Le stade 1, c'est le stade asymptomatique. Le stade 2, c'est ce qu'on appelle de l'ischémie d'effort, la fameuse claudication intermittente, on y reviendra. Et la phase grave, l'ischémie critique chronique, qui regroupe les stades 3 et 4, et c'est là où on a un risque de perte de membres, donc ça peut être d'orteils, de jambes, donc c'est une maladie là qui est grave et urgente, du moins urgente dans le diagnostic et ensuite dans la prise en charge. Le stade 3, donc, ce sont les douleurs de décubitus que je vous détaillerai, et le stade 4, ce sont les plaies, ce qu'on appelle vulgairement les troubles trophiques. Alors, le stade 1, il n'a pas de symptômes, donc il regroupe les patients chez qui on ne palpe pas un pouls ou qui ont un index de pression systolique anormal. Donc, je passe dessus. Le stade 2, la fameuse claudication intermittente artérielle. Donc, c'est une douleur, souvent un type de crampe, qui apparaît progressivement à la marche, donc sur du plat et encore plus rapidement en montée. C'est toujours au même endroit. Le patient va toujours vous dire c'est dans le mollet ou c'est toujours dans la fesse, c'est toujours mollet et cuisse. Ça varie pas. C'est toujours au même endroit, par patient bien évidemment, puisque c'est différent entre deux patients. Comme je vous ai dit, il faut toujours y penser dans la douleur fessière chez le fumeur. Et cette douleur, en fait, sa particularité, c'est qu'elle oblige le patient à s'arrêter de marcher. Il attend 5 à 10 minutes et elle disparaît. Pourquoi ? Parce que le muscle avait besoin de plus de sang à l'effort, l'artère n'arrive pas à lui fournir, il s'arrête de marcher, il n'en a plus besoin, et donc le muscle ne lui fait plus mal. Et il se remet à marcher, et toujours au bout de la même distance, la douleur revient. Donc les patients vont dire « j'ai toujours la douleur qui apparaît à 100 mètres » ou « j'ai toujours la douleur qui apparaît à 1500 mètres ». Ils savent vraiment dire c'est à tel endroit. Donc c'est de la même manière que le territoire est toujours le même, la distance est globalement toujours la même. Alors que ce soit les stades 1 ou 2, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, les gens, ils ont peur, ils me disent « Docteur, je viens vous voir parce que je suis venu à la marche, et j'ai encore vu ce matin, il me dit « j'ai peur d'être amputé ». En fait, non, le problème, il n'est pas là. La plupart des gens, ils ne vont pas aggraver leur maladie à ce niveau-là. Par contre, ce qui est important, ça va être de prendre en charge la maladie des vaisseaux et les maladies dues à tous les terrains associés, notamment le tabac. Donc le pronostic, il va être au niveau des coronaires, c'est-à-dire les artères du cœur. Au niveau neurologique, c'est des patients qui peuvent faire des AVC. Au niveau des cancers du tabac, donc la gorge, cancer de la vessie, cancer du poumon. Et en fait, malheureusement, alors ça on ne leur dit pas, mais quand vous regardez les statistiques, ces gens-là, si on ne corrige pas les facteurs de risque, eh ben, à 10 ans, il y a une personne sur 2 qui est décédée, et 70% à 15 ans. Et en fait, comme je vous disais, il y en a un quart qui sont décédés d'un cancer, une grande partie pour des raisons cardiovasculaires, donc infarctus, AVC, anévrisme de l'aorte ou autre. Et par contre, 70% qui sont décédés à 15 ans, mais 3% qui finiront amputés. Donc c'est vraiment la maladie artérielle. Au final, il faut plus l'avoir comme un signal d'alerte du corps des patients que le problème à court terme. Et bien évidemment, je vous rassure, les statistiques que je vous présente, c'est chez gens chez qui on n'arrive pas à corriger les facteurs de risque. Si on les améliore, bien évidemment, on sort de ces statistiques-là. Donc, les gens qui s'aggravent, ces fameux stades 3 et 4. Donc, le stade 3, c'est ce qu'on appelle les douleurs de décubitus, c'est-à-dire les douleurs quand on est en position allongée. Tout simplement parce que la gravité nous aide à avoir le sang qui arrive jusqu'au bout quand on est debout. Dès qu'on s'allonge, on s'affranchit de la gravité, donc le sang n'arrive plus en distalité. Donc la distalité, c'est vraiment le dernier bout du pied et des orteils. Et par contre, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent « mais par contre, j'ai remarqué que lorsque je fais pendre la jambe du lit, là, la douleur, elle disparaît. » Ou alors, je ne m'embête plus, je dors au fauteuil et ça va très bien. Et en fait, c'est faussement rassurant parce que c'est le fait justement de se remettre de la gravité qui fait que le sang revient. C'est des douleurs qui sont très intenses, qui sont insomniantes, qui peuvent résister à la morphine. Et le problème, c'est que comme par eux-mêmes, les patients se mettent à faire pendre la jambe, il y a un mécanisme de réaction dans le corps qui va faire
que le pied gonfle, cet œdème qui se crée va lui-même encore empêcher le sang de venir, donc c'est un cercle vicieux. D'où l'importance d'intervenir rapidement, parce que sinon on évolue vers le stade 4, donc les fameux troubles trophiques. Alors ça peut aller de l'orteil noir, comme vous le voyez sur la photo à droite, de l'exposition tendineuse, un talon qui se nécrose. Donc ça, c'est des formes assez évidentes. En fait, à la limite, ces formes-là, on sait les voir à temps. Ce qui est inquiétant, c'est ce que j'appelle la métaphore de l'iceberg. C'est-à-dire, c'est la petite plaie pour laquelle on suspecte une origine artérielle. Et en fait, qu'on laisse traîner, on se dit que c'est pas grave. En fait, si, c'est la maladie qui est en train de se développer. On est déjà sur un stade grave chez quelqu'un qui risque de perdre la jambe, mais en fait, tout le monde passe un peu à l'as. Et c'est là que, justement, on a besoin que tous les acteurs rentrent en jeu parce que tout le monde ne réalise pas la gravité du diagnostic. Et ces stades 3 et 4, ça reste une maladie effroyable. Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'à 1 an, dans les études, il y a 25% des patients qui sont décédés, toujours pareil, du fait de toutes les comorbidités associées, et il y en a un tiers qui finissent amputés. Donc c'est une maladie grave, c'est une maladie qui est tout aussi grave que certains cancers, mais qui malheureusement est beaucoup moins méconnue. Alors, quels examens on pratique quand on a de l'artériopathie? Donc toujours faire un bilan angiologique, c'est-à-dire un écho-doppler auprès d'un angiologue, y compris sur les stades 1. Et après, si le chirurgien vasculaire décide d'intervenir, à ce moment-là, il peut demander un angioscanner ou plus rarement une angio-IRM et faire une artériographie, mais ça, on les fait en général nous-mêmes pendant qu'on opère, puisqu'on traite dans le même temps. En fait, l'artériographie est la première étape du traitement. De manière générale, c'est quoi le but du traitement? Le premier, vous avez dû le comprendre, ça va être de prévenir le risque de complications cardiovasculaires, parce que c'est toutes les maladies autour qui sont effroyables. Freiner l'évolution de la maladie de l'athérome, c'est-à-dire du dépôt dans les artères, et puis, quand même prendre en charge notre partie, donc on va essayer d'améliorer le patient sur sa qualité de vie, donc répondre à un besoin, parce que ce sont les patients des symptômes qu'ils souhaitent qu'on traite. Comment ça va venir? Fondamental, contrôler les facteurs de risque cardiovasculaires, arrêter le tabac, et on se rend compte qu'en fait, que quand on bataille, il y a plus de gens que ça, au moins, qui veulent essayer. Les patchs, quand on insiste, les gens y arrivent, quand on leur dit, il ne faut pas hésiter à mettre 2 patchs, 3 patchs, au final, ils le font souvent. Quelqu'un qui fume avec un patch me dit, ça marche pas. C'est pas que ça marche pas, c'est qu'en fait, il n'est pas assez dosé. Donc on peut monter. Moi, j'ai une patiente, elle mettait 5 patchs et demi par jour. Elle m'a dit, pendant un mois, elle partait vomir dans les toilettes. Puis, dès qu'elle allumait une clope, au bout d'un mois, elle s'est dit qu'il valait mieux pas allumer la clope que d'aller vomir 3 fois dans la journée. Et elle a réussi. L'idéal, bien sûr, c'est d'avoir recours à des gens qui sont formés à la tabacologie. Traiter l'hypertension artérielle, équilibrer le diabète et traiter le cholestérol, le fameux mauvais cholestérol qu'on essaye de baisser à un seuil drastique, en dessous de 0,55 g par litre. Ensuite, prévenir les troubles trophiques. Donc, le nursing, très important, mettre des chaussures adaptées, parce que parfois, il y a des gens qui arrivent avec des chaussures trop serrées, et je ne vous l'ai pas mis dans la diapo, lutter contre la dénutrition, qui est un facteur majeur de troubles trophiques. Les médicaments, pour dire rapidement, on met ce qu'on appelle un anti-agrégant plaquettaire, de l'aspirine souvent, une statine pour le cholestérol, et ensuite, si on doit traiter de l'hypertension artérielle, on essaye de mettre ce qu'on appelle des inhibiteurs de l'enzyme de conversion en premier lieu. Ensuite, on pratique un protocole de rééducation à la marge, donc chacun un peu le sien. Moi, j'en ai un d'ailleurs que je pourrais faire passer à la CPTS si ça peut intéresser des kinés notamment, des infirmières ou des médecins généralistes. Et puis, il va falloir dépister le reste de la maladie. Donc, Doppler des vaisseaux du cou, consultation auprès d'un cardiologue et ce qu'on appelle un scanner thoracique low dose, ça veut dire avec très faible rayonnement, pour vérifier qu'on n'a pas des petits nodules dans le poumon et trouver en fait parfois des cancers du poumon qui sont opérables avant qu'ils ne deviennent trop gros. Le traitement chirurgical, c'est juste pour vous expliquer un peu ce qu'on fait, parce qu'il y a plein de choses, j'y passe très rapidement. En fait, on a 3 manières d'intervenir. Soit ce qu'on appelle le pontage, donc comme tu dis André, en fait on est plombier, en réalité on est plombier couturier. En fait, on va dériver. Autant pour moi. On va se brancher au-dessus et en dessous de la zone bouchée en allant coudre littéralement un pontage qui peut être fait avec une prothèse ou avec une veine, comme vous allez le voir sur la photo après. Donc, c'est une dérivation. Donc là, par exemple, sur la photo de gauche, vous avez une prothèse, c'est une prothèse sur l'aorte. En bas à droite, c'est une petite prothèse. Pour l'anecdote, c'est du Gore, comme dans le Gore-Tex. C'est exactement le même tissu et c'est la même société. Ils font aussi les câbles aéronautiques, puisque c'est un isolant.
En haut, ce que vous voyez, c'est des veines. C'est des petits morceaux de veines pour faire un pontage en veines, sur des veines dont on ne se sert pas, c'est des veines accessoires ou des veines de donneur. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'endartérectomie. Donc là, vous n'allez pas dériver, vous allez nettoyer. En fait, on enlève la saleté et on referme, souvent sur une petite rustine, ce que nous on appelle un patch, pour redonner un bon calibre à l'artère, parce qu'une fois qu'on l'a nettoyée, si on la recoue directement, elle se rétrécit. Donc là, par exemple, on peut voir sur la photo de droite qu'il y a du dépôt dans l'artère. Et en fait, quand on finit de nettoyer, on a une nouvelle artère toute belle, toute propre, et on ferme sur notre petite rustine que l'on coud. Donc là, on a nettoyé. Et la dernière technique, ce qu'on appelle les traitements endovasculaires avec les ballons et les stents, où là, on va réouvrir. En fait, on pique dans l'artère sous échographie, comme vous voyez sur le dessin de gauche. On fait un négatif des artères, donc on injecte un produit de l'iode qui va colorer les artères en noir sous rayon X. Et donc, on obtient un négatif des artères qui va nous permettre de savoir par où il faut qu'on passe. Et ensuite, on donne des petits coups de ballon et on met des stents. Là, par exemple, une petite vidéo. Là, on est au niveau du genou. Donc, on va essayer de localiser l'artère poplitée. Vous avez votre petit guide et la sonde qui poussait. Et sur le masque du négatif, on voit le guide qui est en train de passer pour essayer de rentrer dans l'artère et descendre la sonde. Et à ce niveau-là, ensuite, on va donner des petits coups de ballon et passer notre stent. Il faut comprendre que pour faire ça, on peut passer partout. Là, je vous l'ai mis juste de manière anecdotique, mais on passe 80% du temps par les plis de laine dans la fémorale commune. En réalité, parfois, on peut passer en faisant une incision au niveau de la cuisse. Parfois, ça va être au pli du coude. Ça peut être dans le poignet. Parfois, on n'arrive pas par là, donc on va passer dans l'autre sens en piquant dans le pied, dans la jambe. Enfin, vraiment, il faut imaginer que vos artères, c'est un réseau d'autoroutes qui communiquent toutes entre elles. Et donc, parfois, on pique 2-3 fois par différents endroits. On fait passer nos petits guides de partout. Alors, quand est-ce qu'on opère? Donc, il faut que les gens aient des symptômes. Donc, les stades 2, on les opère jusqu'à la fameuse fémorale profonde. Et ensuite, on va leur faire des protocoles de rééducation, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les protocoles de rééducation, le but, justement, c'est de développer cette artère. Je dis aux patients, vous avez bouché l'autoroute, et ben on va faire venir la DDE pour créer plein de petites départementales. Et ces départementales, elles dépendent de la fémorale profonde. Si jamais le protocole de rééducation ne marche pas, malgré contrôle des facteurs de risque, on peut aller opérer la fémorale superficielle jusqu'au genou. On ne va jamais en dessous, parce qu'après, c'est des choses qui ne marchent pas bien dans le temps. Donc, on évite, sauf chez les gens qui sont en train de perdre la jambe, où là, on est maximaliste, parce que le but, vraiment, c'est de ramener le sang jusqu'au bout pour éviter l'amputation. Dernière partie du topo, c'est l'ulcère artériel. Donc ça, vous l'avez compris, c'est la partie la plus grave de la maladie. C'est quand les plaies arrivent et ne vont pas guérir par elles-mêmes, et que du coup, il faut qu'on intervienne. Alors, l'ulcère artériel, il est assez facile à voir parce que le premier critère, c'est qu'il fait extrêmement mal. Il est très très douloureux, souvent résistant à la morphine, et il se creuse. Il se creuse avec le temps. Comme je vous l'avais dit, ça se développe plutôt sur les extrémités, puisque c'est l'endroit où le sang arrive le moins. Donc ça peut être les orteils, le talon, ou plus rarement, ça peut être suspendu sur la jambe. Il a un fond qui peut être jaune, voire noir s'il est nécrosé, ou surinfecté avec un écoulement sale. Bien évidemment, l'évolution elle est spontanément défavorable. Faut pas que ce soit un ulcère qui se met à cicatriser. Souvent, c'est que c'est pas un ulcère artériel, ou du moins qu'il est bien, qu'on arrive à compenser. Le fond, il est atone, ça saigne pas, voire peu. Et bien évidemment, c'est dans un cas d'un terrain d'AOMI, c'est où les gens ont des facteurs de risque. Hormis parfois on le voit chez des personnes très âgées qui ont une bonne hygiène de vie, mais malheureusement, c'est le temps qui fait qu'ils ont développé de la maladie. Là, sur la photo, par exemple, vous avez une photo d'ulcère artériel où vous voyez justement ce fond jaunâtre. Et encore, celui-là, je pense que c'est quelqu'un qui a été revascularisé, puisque on voit quand même que la peau commence un petit peu à bourgeonner. Mais on a quand même cet aspect assez typique. Ça, c'est vraiment une plaie au niveau de l'orteil. Alors là, on est en pleine phase gravissime, parce que là, on voit que c'est en train de se surinfecter. Le pied, on le voit, est œdémacié. Je pense que c'est quelqu'un qui a des douleurs décutus, qui a tendance à faire pendre le pied. Donc, il y a de l'œdème qui se crée. On voit que c'est un peu coulant. On voit les petits aspects blanchâtres sur la peau. Et ça, par exemple, c'est une évolution très défavorable. Si on n'intervient pas rapidement, le patient, je pense que malheureusement que son orteil est déjà quasiment perdu, mais là, on est en train de se battre pour pas lui couper la moitié du pied, voire la jambe.
Donc, le traitement, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'est sans chirurgie, quel que soit le type, on ne pourra rien faire. Donc, l'urgence, c'est la revascularisation, mais qui, de la même manière, ne pourra pas suffire toute seule. Donc, il va falloir mettre des mesures d'aide. Donc, décharger le pied, on leur met des chaussures spéciales, ce qu'on appelle des chaussures de baroud, parce qu'il ne faut pas, par exemple, si c'est une plaie au niveau de l'orteil, comme on l'a vu, il ne faut pas que quelque chose appuie sur le pied, donc il ne faut pas une chaussure ou autre. De la renutrition, prévenir l'absence d'autres plaies, parce que dans ce contexte, le patient, s'il reste un peu alité, dénutri, il va faire des escarres qui vont s'aggraver en plus et qui vont complexifier le phénomène. Une fois qu'on a revascularisé, on va faire un geste de nettoyage en plus, parfois, voire d'amputation, justement, comme je vous disais, d'un seul orteil pour éviter que ce soit tout le pied. Pas de pansement miracle, donc il faut juste éviter la surinfection et le pansement gras. Et devant toute suspicion, donc, il faut faire un Doppler et un avis d'un chirurgien vasculaire en urgence, sinon le risque c'est l'extension et la perte de membres. Donc, pour résumer, toujours penser à la correction des facteurs de risque, parce que le pronostic il est précaire à 10 ans. Les traitements à mettre en place, aspirine, statine et IEC hypertension. Bien se souvenir que toute plaie sur terrain à risque doit faire évoquer une AOMI de stade 4, et donc quelque chose de grave, parce que les stades 3 et 4 sont des urgences thérapeutiques. Et surtout, dans le moindre doute, il faut dépister et pas hésiter à nous contacter, parce que nous, ça nous prend 10 minutes de voir quelqu'un et lui dire que la situation est rassurante, plutôt que de ne pas voir des gens et que la situation soit fatale. Sur cette joyeuseté, je vous remercie d'avoir suivi ce topo. Bravo, et merci, parce que ce topo est... Bon, je ne vais pas le flatter, il est parfait, parce que ça me rappelle tous les messages clés, et ça insiste sur la prise en charge pluridisciplinaire. Tu l'as dit, une plaie qui traîne, on n'y pense pas. C'est l'infirmière peut le voir, elle dit « Ah, je comprends pas, ça dure ». Alors moi, je pense qu'on devrait insister, c'est sur la sciatique du fumeur. C'est quelque chose que, on le connaît, mais peut-être que nos collègues le kiné le disent, parce qu'ils disent, bon, je ne comprends pas, je fais des soins, ça ne marche pas, est-ce qu'on va faire une IRM, un scanner? Et on passe à côté du sciatique du fumeur. En fait, c'est un truc classique qu'on voit en discutant avec les patients. Mais mon kiné m'a déjà dit plusieurs fois, est-ce qu'il ne faut pas aller chercher plus loin faire sur une IRM médulaire ou un scanner, alors que... Ou à l'inverse, il dit est-ce qu'il n'y a pas autre chose, et qu'on s'évertue dans cette piste-là, et que les autres intervenants répondent pas forcément présents, et du coup en fait on sort pas de cette piste-là. La plaie, c'est un peu la même chose, l'infirmière qui passe tous les jours et qui dit mais c'est pas normal que ça cicatrise pas, et puis le médecin n'est pas forcément inquiet. Il y a un peu dans les deux sens, effectivement. Je pense que c'est important de pouvoir avoir un discours à plusieurs. Et tout comme la prise en charge. Oui, on est obligé d'être plusieurs pour la prise en charge. Pour reparler des plaies qui stagnent, l'ulcère artériel est douloureux par rapport à l'ulcère veineux. Est-ce que chez le diabétique, il est encore douloureux? Alors non, c'est une très très bonne question. Merci à celui qui a posé la question. Il se reconnaîtra. Non, l'ulcère chez le diabétique peut être douloureux, mais en général, quand il l'est, c'est qu'on est déjà à un stade plus avancé. Donc c'est d'autant plus inquiétant chez un diabétique. Non, effectivement, l'ulcère artériel peut ne pas être douloureux chez le diabétique, et souvent la moindre plaie chez le diabétique peut être due simplement au diabète, mais il faut toujours suspecter une part artérielle. D'accord. En parlant encore des plaies, moi j'ai entendu que les ongles, des fois ce qu'on pense que c'est des mycoses au niveau des ongles, des onychomycoses, mais c'est une altération du lit artériel. Est-ce que ça tu le vois? Est-ce que ou c'est des histoires de chasse? Non, c'est des histoires de chasse, mais par contre ce que j'ai déjà vu, moi, c'est que ça sert de porte d'entrée. D'accord. Parce que tu arrives sur un milieu qui devient un peu humide, et ensuite tu as une surinfection, pas tant sur l'ongle, mais au final sur la peau périinguinale. Le lit est fragile, d'accord. On va un peu rebondir un peu sur la dysfonction érectile, parce que c'est quelque chose que en médecine générale on n'entend pas trop. C'est un sujet un peu tabou. J'ai encore entendu ce matin, c'est 3 hommes sur 10 à partir de 45 ans qui ont des troubles érectiles. Est-ce qu'on sous-diagnostique les artériopathies actuellement?
À ce niveau, Bon. tu veux dire sur les 3 sur 10? Oui, Alors, les 3 sur 10 ne sont pas dus à une heureusement. cause artérielle, oui, heureusement. Mais clairement, je pense que ça doit être un signal d'alerte qui fait on doit aller plus rapidement. D'autant plus s'il fume, d'autant Alors, plus. c'est là où j'allais en venir. La dysfonction érectile du fumeur, parce que c'est d'ailleurs justement chez ces patients jeunes, c'est souvent le tabac, doit inciter effectivement à un dépistage extensif. Et je fais juste un aparté sur le cannabis, parce qu'on n'en parle Voilà, pas. je voulais en parler. Ah. Tu as pris la bonne question. Ouais. Alors, le cannabis, moi, ça fait 5 ans que je suis revenu dans la région. Je pense que j'ai dû opérer 30 personnes de moins de 50 ans, 48 fumaient du cannabis. D'accord. Pas 48, 28 fumaient du cannabis. Et il y en a que 2, c'était 2 femmes qui n'en fumaient pas, dont la dernière ce matin. Mais c'est vraiment pas abordé, mais le problème de l'arthéopathie chez les jeunes est souvent dû au cannabis. Ouais. D'accord, oui, parce qu'on voit aussi chez les cancers du poumon que qui ça apparaissent rajeunit beaucoup plus précocement. du fait du cannabis. En fait, c'est pas le produit en lui-même, c'est la fumée, la dégradation, les goudrons qui sont plus toxiques que même celles du tabac. Les amputations, on n'en a parlé que 3%. Moi, j'ai encore dans l'imaginaire qu'on ampute de moins en moins. Alors, ça, après, il y a un biais de sélection parce que tu les vois. Alors, oui, moi. Toi, ceux qui viennent souvent, ils sont amputés, mais. J'en vois un peu plus. Mais dans nos patients j'ai plus de gens amputés. On a l'impression, en fait, c'est pour travailler aussi dans une autre région, le biais de sélection est surtout sur la prévention qui est en amont, c'est-à-dire dans des zones moins dotées médicalement ou des milieux plus ruraux, il y a plus d'amputations parce que les gens arrivent à un stade plus tardif. Et comme tu dis, c'est silencieux, on ne le voit pas. C'est la claudication intermittente. Les gens le disent, je m'assois, ça passe et je repars. Et au final, ça ne les inquiète pas plus que ça. Plus que ça. Très bien. Je pense à la prévention. Est-ce qu'on fait assez d'index de pression systolique Alors, clairement. Je sais que les infirmiers azalées peuvent le proposer dans les... Je rebondis sur la réunion. Clairement non. C'est pas assez fait. Et paradoxalement, là où c'est le plus fait, c'est dans des services de gériatrie, là où il y a le plus de fameuses médiacalcoses qui font que l'index va être supérieur à 1,3 et donc non interprétable. Médiacalcose, c'est quand l'artère est vraiment un tuyau de plomb et donc du coup, l'artère la pression est faussement bonne dans la cheville parce que comme c'est un tuyau de plomb, en fait, vous pouvez pas l'écraser, donc la tension semble bonne. On parle plomberie depuis le début. J'ai dit qu'on allait avoir super plombier. Donc, est-ce qu'on en fait assez, pas assez? Ah non, clairement, je pense pas. Non. Est-ce qu'on doit le faire systématiquement à tous les fumeurs? Alors si tu... C'est question piège. Non. Si tu prends le topo, plus de 50 ans avec facteur de risque cardiovasculaire, oui. D'accord, donc on n'en fait pas assez. Et c'est facile. Et c'est des choses qui sont faciles à faire et qui sont faciles pour tout le monde. J'ai une copine par exemple, qui travaille à l'hôpital de Béziers, c'est les kinés qui le font. Dans gériatrie, en tout cas je sais que là où travaille ma compagne, qui est infirmière, c'est elle qui le fait. On peut tout à fait imaginer que dans un centre de pharmacie, tu pourrais le faire, dans des actions de prévention, on pourrait le faire. C'est un examen qui prend 30 secondes à être fait. Parce que dans le bilan de prévention qu'on est en train de faire, que la CPAM fait pour tous les patients, on peut se poser la question de la pertinence de le faire. Ah oui, moi je pense que c'est quelque chose, surtout au niveau matériel, ça demande un investissement qui est minime, pour un bénéfice de dépistage qui est énorme. Hein. Donc, dès que l'index est en dessous de 0,9, c'est une indication d'aller faire un Doppler. Et du moins, pour un angiologue qui est un peu submergé de travail, lui, en voyant ça, il se dit ça, c'est une demande qui est raisonnée, je la fais passer, je la remets pas au calendrier grec, c'est quelque chose qui me semble raisonné. Ouais. Pour revenir sur le triage, entre guillemets, le tri des patients avant de les envoyer chez le chirurgien vasculaire, qu'est-ce qui serait pertinent? Qu'on fasse l'index, qu'on fasse l'écho avant? Alors, je pense qu'il faut faire l'écho-Doppler parce qu'il y a plein de patients qui vont rester du domaine de la surveillance. Alors après, nous, on peut voir, il y a des gens parfois qu'on voit parce que ça les inquiète et ils ont besoin d'être un peu aiguillés sur leur maladie. Ils ont le droit d'avoir des réponses à leurs questions, de rencontrer un spécialiste, mais la plupart, en fait, au final, nécessitent juste un suivi et dans ce cas-là, l'écho-Doppler suffit. Alors, j'ai une question d'un kiné. Justement, il précise que lors de leur formation initiale, ça n'a pas été évoqué. C'est des choses qu'on n'évoque peut-être pas encore assez. Alors, moi, j'ai été prof pendant 4 ans à l'école de kiné de Dijon, pour ne pas la nommer. Dijon est meilleur, c'est ça? Attention. Et non, sur tout le cursus, j'avais 2 heures de cours magistral et 2 heures de TP. D'accord, donc pas assez.
Que dalle, ouais, que dalle. Comme pour les plaies, enfin moi je reviens sur les plaies qui traînent parce qu'on en voit tous les jours. Entre une plaie qui stagne et un ulcère artériel, deux choses différentes, même. Ouais, c'est Voilà. la plaie on va dire l'ulcère artériel est une forme de plaie stagnante, mais la plaie stagnante n'est pas moins inquiétante. En fait, je pense une plaie stagnante doit pousser à l'écho-Doppler parce qu'une fois qu'il est fait et qu'on voit qu'il n'y a pas un terrain vasculaire catastrophique, on va dire on a éliminé l'urgence, la gravité, et après on pourra prendre le temps de la traiter. Par contre, si la plaie stagne et qu'il y a une origine artérielle qui est évoquée, il faut qu'on la voie, parce que justement qu'on évite d'arriver au stade trop important. Après, il y a des gens qui ont des plaies stagnantes avec un terrain vasculaire et qu'on suit, qu'on n'opère pas, parce qu'on peut voir qu'avec les soins locaux et tout, on améliore, mais il faut moins qu'on voit le patient pour lui faire un suivi rapproché et devoir intervenir le cas échéant. Donc pratico-pratique, j'ai un patient qui a une plaie qui stagne, 15 jours j'ai vu, Ouais. un petit, Doppler. Doppler, on a Doppler facile. D'accord. Moi, ça après, moi j'ai un réseau de correspondants forcément sur le Pays Basque qui sont à côté de mon bureau, mais également sur les Landes. J'ai plusieurs correspondants. Et donc en fait, moi, à titre personnel, en fait, quand les gens me contactent, ma secrétaire, elle prévoit tous les rendez-vous. C'est-à-dire que le patient voit l'angiologue et je le vois derrière. La place de l'angioscanner. On n'en fait plus ou on en fait non, parce qu'en fait, l'angioscanner, nous, on en a besoin pour l'intervention. Ça va nous apporter des éléments pour l'intervention, mais pour mieux voir les lésions, mais ça apporte pas le côté hémodynamique de l'écho-Doppler. L'écho-Doppler, il va dire où sont les lésions, mais il va surtout voir quelle est la qualité du flux sanguin dans le pied. Au final, c'est ça qui nous intéresse, c'est la qualité c'est vraiment le robinet. Est-ce qu'il coule ou est-ce qu'il coule pas? La loi, ça s'appelle la loi de Poiseuil. La loi de Poiseuil. Donc, c'est-à-dire que en fait, on ne s'inquiète pas du calibre, en fait. En fait, alors, le calibre, c'est vraiment le pourcentage de rétrécissement. À 50%, tu as quasiment... Parce que 50% des patients ont peur. C'est pour ça que les cliniques Ramsay, depuis que je suis arrivé, ont leur consommation d'eau qui a baissé, parce que chaque patient qui a peur, plutôt que de lui expliquer l'eau de Poiseuil, tout ça, je prends le robinet et j'ouvre. Vous voyez, là, le robinet est ouvert à 100%, à 50%, je dis pas, vous voyez, à 70%, etc. Et c'est bête, hein, ça prend 10 secondes, mais c'est hyper parlant pour les gens et ça les rassure. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment le principe du robinet. Oui, parce que moi, sur des échographies ou sténose à 50%, les gens pensent que c'est très grave. Oui, mais comme plein de médecins, et comme moi, avant de faire ça me rassurait pas. Mais non, ça pose pas de soucis, ça demande juste une surveillance. Et encore une fois, on est sur une maladie qui est lente et qui s'aggrave vraiment à la toute fin. Les gens disent, mais ça peut pas faire des années que j'ai ça, j'ai mal depuis un mois. Mais si, en fait. Si, c'est à la fin que tout s'emballe. Après, je pense qu'un des messages de ce topo, c'est-à-dire qu'il faut le voir comme un red flag, un signe d'alerte. C'est-à-dire que c'est ça. Vous avez ça, vous ne mourrez pas forcément, vous n'aurez pas d'amputation, mais c'est peut-être un signe pour la suite. C'est peut-être le moment qu'il faut revoir votre mode de vie et en fait se dire que c'est plutôt un petit coup de pouce qu'on vous envoie pour un petit coup de pied aux fesses. Dernière question, on a parlé un peu du scanner low-dose, le scanner pulmonaire. Donc pour un peu expliquer, on a découvert maintenant que plus on diagnostique un cancer tôt, notamment pulmonaire, on peut guérir et ne pas en mourir. Donc c'est des scanners avec faible émission qui permettent de voir les nodules presque en opérable, c'est-à-dire que... Ouais, je crois que donc du coup là on n'est pas du tout. Enfin moi je suis pas du tout référent dans le domaine, mais je crois que c'est vraiment ça. Moi je le propose aux gens qui le veulent. Après ceux qui sont très angoissés, qui veulent pas, je les force pas. Mais je leur dis, vous êtes venus me voir. C'est toujours la même histoire. Je dis, voilà, vous avez reçu un petit peu un signal d'alerte, autant faire un check-up complet. D'accord. Bon. Donc, nous, j'avoue que ce topo nous a permis un peu de faire le point. On a tous été nuls. On est un peu moins nuls grâce au chirurgien vasculaire pour les nuls. Donc, je te remercie de la clarté de ce document. Évidemment, vous avez son nom. Donc, si vous avez des patients, vous savez chez qui envoyer. S'il y a des plaies stagnantes... Si vous avez des questions, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous pour toutes les questions. Et si des gens souhaitent avoir ce protocole... le marche. Ouais, bien sûr, on va le prendre. Donc, merci pour ce numéro des Mercredis de la Santé. Donc, comme je le dis souvent, donc je le lis parce que j'oublie à chaque fois, il est important pour nous de recueillir votre retour sur cet événement afin de pouvoir évaluer notre action et de l'améliorer pour les prochains Mercredis de la CPTS. Encore plus, parce que c'est un nouveau format, ça fait 2 fois, donc on est un peu plus à l'aise que la première fois, je pense, enfin j'espère. Alors, n'hésitez pas à donner votre avis et encore merci. Avec plaisir, à bientôt. Au revoir.